Je suis heureux de pouvoir partager une discussion qu'on a faite récemment ici au sein de notre centre multidisciplinaire pour les donneurs à la Belgique. Comme il vient d'être dit, moi je ne suis pas un radiologue, moi je suis un chirurgien digestif qui s'occupe de la transplantation des organes abdominaux, donc dans les foies, reins, pancréas, dans les centres dirigés par M. Pirenne. Et donc, je vais essayer de donner un peu de contexte à la présentation. Ici, on voit que la plupart de la France, il a des centres autorisés pour le don d'organes. Et dans ces centres, on a la possibilité d'effectuer des contrôles par imagerie, soit par échographie, par radiographie, que par scanner. On voit que dans les temps, les refus pour y arriver à faire un prélèvement multi-organes associé à des raisons médicales en train d'augmenter, mais c'est évidemment dû à l'envieillissement de la population qui est en train d'aller à prélever. On a une pénurie des organes, hein, ça c'est bien connu, et on est en train d'essayer d'augmenter les taux de donneurs qu'on a, étant donné que ici on voit aussi les oppositions, on ne peut pas les changer, comme on ne peut pas changer les antécédents des donneurs. Mais on a aussi des organes qui sont prélevés et pas transplantés. On voit dans cette étude de l'Agence de la biomédecine qu'en 2014, c'était 4,4% des foies qui ont été prélevés et pas transplantés. La plupart de ces foies ne sont pas transplantés pour des raisons de stéatose. Après, on a des mauvaises qualités de greffons et des problèmes anatomiques, surtout au niveau vasculaire. Pour les reins, ça arrive presque 20%. Associé à la mauvaise qualité du greffon, à des lésions tumorales, aux suspicions de lésions tumorales, et aussi, encore une fois, à des problèmes anatomiques. Probablement la plupart aussi liés à des problèmes dans la vascularisation du greffon. C'est la même histoire aussi dans des autres pays. On voit ici les registres de l'Angleterre, dans lesquels les greffons hépatiques prélevés et non utilisés arrivent. C'est le double qu'à la France. Le 8% est aussi ici, les 60%, del 30 à 60% selon le type de donneur. Il est dû à la stéatose hépatique ou à la présence de tumeurs ou de tumeurs dans les donneurs. On a aussi 4 à 5% de lésions des vaisseaux sanguins pendant les prélèvements. Quand on arrive à avoir les meilleurs des donneurs, celui qu'on propose pour faire des transplantations pancréatiques, on voit qu'ici aussi, on a un taux important de greffons qui ont été acceptés en principe, mais pas utilisés. Et on voit que déjà, on perd de la moitié des greffons entre les moments qu'on l'indique et le moment qu'il est proposé et accepté. Et après, une fois que l'équipe se déplace pour faire le prélèvement, on perd encore 25%, parce qu'on trouve pendant le prélèvement que la qualité n'est pas suffisante, ou on a des soucis avec la partition des vaisseaux entre le foie, l'intestin et le pancréas. Une fois que le pancréas est prélevé et envoyé dans le centre qui va le transplanter, presque 10% est encore refusé parce qu'il a des problèmes. Et 60% de ces greffons, ils ont surtout des endommages dans les vaisseaux, dans la vascularisation. Donc, qu'est-ce qu'on demande dans l'imagerie pour les donneurs? Une fois qu'on a établi le diagnostic de mort encéphalique, on va le demander au radiologue qu'ils nous disent aussi c'est comment la qualité des organes de ces donneurs. Initialement, ce type de contrôle était limité à l'échographie et à la radiographie du thorax. Ici, on voit une étude de Boulard qui c'était représentant de la Société francophone de transplantation pour les réanimateurs ensemble à l'Agence de la biomédecine. Et on voit que l'angioscanner, ça devient de plus en plus un moyen de confirmation de la mort encéphalique. Il était recommandé, si on va faire le diagnostic de mort encéphalique par scanner, on profite en même temps de faire une corps entière. Le temps passe et l'angioscanner s'impose plus en plus comme le gold standard face à des autres méthodes comme l'électroencéphalogramme ou l'angiographie. Et qu'est-ce qui fait l'avantage de l'angiographie, de l'angioscanner, pardonnez-moi, par rapport à l'électroencéphalogramme et les potentiels évoqués, qui sont deux des méthodes classiques qui supportent le diagnostic clinique de mort encéphalique. D'un côté, il ne faut pas y attendre le temps nécessaire pour répéter l'électroencéphalogramme. On peut raccourcir le temps. De l'autre côté, il n'est pas limité par des dosages sanguins et urinaires, des dépressions du système nerveux
ou des hypothermies qu'il faut corriger pour pouvoir avoir une interprétation d'un électroencéphalogramme ou d'un potentiel évoqué. Donc, on voit ici dans cette publication de Frégeville en 2010 qu'elle essayait de voir l'exploration du corps entier en même temps que le diagnostic des morts encéphaliques. Donc, on voit, c'est son protocole très simple. Elle commence avec une coupe sans produit de contraste pour pouvoir étudier effectivement la stéatose. Après, elle fait l'injection de produits de contraste avec une dose qui est limitée à 2 ml par kilo et on ne surpasse pas les 120 ml. Ça veut dire qu'avec des donneurs un peu plus grandes, on va avoir une qualité de l'imagerie peut-être un peu moins, mais ça c'était suffisant. Après 20 secondes, on fait la première coupe thoraco-abdominopelvien pour étudier la vascularisation des différents organes abdominaux et thoraciques. À 60 secondes, on fait une coupe cérébrale après l'injection de produits de contraste, et ça c'est nécessaire pour le diagnostic des morts encéphaliques. Et après 90 secondes, on fait une étude encore pour voir les parenchymes des organes thoraco-abdominopelviens. Si on a des doutes par des lésions qui sont vues dans les séquences à 20 ou à 90 secondes, on fait encore une prise, une autre hélix tardive à 3 minutes pour voir pour confirmer si ce sont des lésions suspectes. Donc, en total, c'est un examen court et avec le transport du malade, ça prend à l'entour de 15 à 20 minutes moyen dans cette étude. On voit ici un foie stéatotique au scanner. Normalement, le foie il a une densité qui est supérieure à celui de la rate. Par contre, ici, on voit son rehaussement est supérieur à celui de la rate que celui du foie. Et la vascularisation elle est aussi hyper augmentée. On peut voir aussi, comme on vient de dire, des lésions suspectes que peuvent récuser les PMO. On peut aussi voir les volumes des foie, parce que pas tous les donneurs ont le même volume et pas tous les receveurs ont le même volume de son cavité abdominale. C'est moins important pour l'adulte, mais dans les receveurs pédiatriques, ça devient très important, surtout dans les foies partagés. Le lobe gauche de ce donneur, elle ne peut pas y aller dans l'abdomen de cette petite. Par contre, dans un autre receveur pédiatrique qui a de l'acide, ça peut bien passer. Mais on voit aussi que ce sont des différences anatomiques dans les lobes gauche. On a des foies gauche plats et on a des foies gauche qui sont un peu plus bouffis. Et c'est beaucoup plus difficile de pouvoir adapter la technique chirurgicale pour ce deuxième type. Ici, on voit des exemples de vascularisation hépatique avec ces techniques qu'on vient de décrire d'acquisition des images dans lesquelles on a une distribution modale. On a une artère hépatique droite naissant de l'artère mésentérique, on a une artère hépatique gauche naissant de l'artère gastrique gauche. Ici, on a tous les deux comme variation de la norme. De la même façon, on peut voir des altérations à niveau rénal et mesurer qu'est-ce que est la distance pour les patchs. Ici, ils ont une distance de 23 mm, ici de 13. Ici, on voit qu'ils sont ensemble dans les mêmes patchs. Et celui-là, il montre différents anévrismes à niveau de l'artère, à niveau hilaire et rénal, qui a contre-indiqué le prélèvement de ces rangs. On peut aussi étudier l'infiltration athéromateuse et classification des axes vasculaires, qui peut contre-indiquer les prélèvements. Ici, on voit des rangs qui sont un peu atrophiques, avec des classifications au niveau ostial et aussi dans l'artère rénale. Donc, ça c'est intéressant. On a vu que des pistes des anomalies qui peuvent contre-indiquer un prélèvement, qu'il arrive bien à identifier les variations anatomiques. C'est d'intérêt pour le chirurgien qui fait les prélèvements et pour les prises de décision des chirurgiens qui vont faire la transplantation, qui est-ce qui doit prendre quoi et comment on va faire les partitions. Mais je trouve aussi très intéressant que ce n'est pas simplement pour, on va dire, de façon négative, identifier toutes les choses négatives, mais on peut aussi identifier des rangs qui n'étaient pas complètement bien vascularisés pour des problèmes dans les donneurs, mais qui sont aussi transplantables. De la même façon, on peut identifier des lésions hépatiques qui sont bénines et qui ne contre-indiquent pas la transplantation. Et une autre chose qui était proposée, et que ça, je le trouve comme un point de force, c'est la standardisation des comptes rendus, parce que pas tout le monde partout utilise les mêmes critères et donc c'est très important que tout le monde arrive à avoir la même type d'information, pas simplement dire qu'est-ce que l'intensité de foie et de la rate, mais de voir systématiquement qu'est-ce que sont les types de lésions. Au niveau thoracique, si on a des lésions bilatérales ou unilatérales,
si on a des altérations vasculaires importantes au niveau abdominal, ça qu'on vient de voir. Ici, on a un autre exemple très intéressant que ça nous permet aussi de partager les images. Pas simplement de dire on a ce problème, on le décrit au téléphone, mais la personne qui va transplanter ses organes, on peut, grâce à des codes que c'est très facilement partageable par Internet à jour d'aujourd'hui, on peut voir nous-mêmes, les transplanteurs, qu'est-ce que sont les caractéristiques ou les anomalies qui peuvent favoriser ou contre-indiquer la transplantation de ces greffons. Est-ce que l'utilisation des moyens de contraste pour faire le scanner endommage notre rein? C'est une question importante pour laquelle il a été fait plusieurs études. Ici, on voit une des études plus importantes qu'il prend de façon rétrospective une étude qu'il fait c'est l'étude de l'Agence de la biomédecine, du registre, qu'il prend plus de 9 000, presque 10 000 malades transplantés rénales. Et on voit que les moyens de contraste, il n'a aucun effet au rapport de la reprise de la fonctionnalité du greffon, soit en termes de créatinine, diminution de la créatinine, soit en termes de duresse. Et au rapport de la survie de ce type de greffon, cette étude il a montré que les facteurs plus importants qu'on voit ici que de descendre, c'est la présence ou absence de diabète dans les donneurs. Dans la présence de diabète, effectivement, ça c'est bien connu, il a un effet sur la survie du greffon. Et ici, à 4 ans, on voit une différence entre les donneurs, les greffons d'un donneur diabétique qui n'a pas reçu contraste, qui ont 66%, et celui qui l'a reçu contraste, qui ont 60%. Ça, c'était significatif. Mais néanmoins, dans l'analyse multivariée, on voit que c'était simplement une trend. Donc, on va dire on n'a pas suffisamment de malades, c'était 153 malades au rapport de 10 000. Et les auteurs ils recommandent que c'est nécessaire de faire encore des études pour comprendre mieux, mais ils disent qu'il faut faire aussi attention dans les malades donneurs diabétiques quand on décide de faire un examen avec scanner et contraste. Ici, l'Association des États-Unis, ils disent que dans des cas qu'il est connu que dans la famille il existe des maladies comme la maladie de la polykystose, ou quand il a une histoire de calcul dans les voies urinaires ou des anomalies des voies urinaires, ce serait intéressant d'effectuer un contrôle par imagerie, par scanner, et que dans ce cas-là, la seule chose importante à faire, c'est d'avoir une bonne hydratation et que le malade soit stable avec une bonne duresse. Mais on voit que ce n'est pas faisable partout de la même façon. Dans les États-Unis, seulement les 6% des cas, dans les centres où il se fait le diagnostic de mort cérébrale, utilisent l'angioscanner. L'étude qu'on vient de voir avec 10 000 malades françaises, elle a été utilisée l'angioscanner dans 44% des donneurs. Il est donc quoi le potentiel de l'angioscanner? On a vu au début, on a vu qu'on a dans les 35% des refus de pancréas qui sont refusés par des qualités ou des problèmes avec la vascularisation. 19% des reins, et entre les 4 et 8% des fois, selon les différentes statistiques. Ici aussi, une question de qualité, présence ou absence de tumeur et problèmes vasculaires. Stéatose, qualité, problème vasculaire. Dans tous ces cas-là, le scanner il aurait pu donner un avantage en sachant qu'est-ce que sont les lésions tumorales. Alors, on annule complètement les PMO, l'équipe ne se déplace pas. On voit la qualité un peu mieux. Pour les poumons, on ne fait pas simplement les gaz et la fibroscopie, on voit aussi les images. Mais là, il faut bien voir, parce que les satellectasies au scanner sont presque toujours présentes. Et les embolies, par contre, ça sera bien une contre-indication. Pour le pancréas, on peut voir tout de suite, ce sont des lésions pancréatiques, des édèmes, des hématomes, que ça peut contre-indiquer complètement son transplantation sans avoir besoin de déplacer l'équipe dans les centres de transplantation. Ou on peut voir aussi des petites lésions, des ischémies qui ne sont pas importantes et décider d'y aller quand même à transplanter ces organes. Ici, on voit une étude en 2014 qui était prospective et se sont posées 3 questions importantes. Est-ce que ça c'est faisable, étant donné que notre malades sont malades critiques, qui sont à l'arrêt? Est-ce que le transport peut représenter un risque important pour notre malade? Est-ce que le temps de transporter les malades et faire ce type d'examen, s'il va allonger encore plus une procédure qui est chronophage? Et qu'est-ce qu'elle est la qualité des informations obtenues? Donc, ils se sont fixés un protocole
précise, celui qu'on vient de voir, qui est recommandé par l'Agence de la médecine. Ils suivent ce protocole et après, les résultats montrent que dans les 5% des cas qu'ils l'ont étudié, il était faisable sans avoir de soucis. Ils ont vu que le temps entre le diagnostic de mort encéphalique au moment que les organes ont été proposés, il était plus court dans les groupes qu'il a fait ce protocole prospectif au rapport des donneurs qui ont été faits avant l'instauration de ce protocole. Au rapport de la qualité des informations, ils ont vu 5 lésions tumorales qui ne s'arrêtaient pas dépistées par l'échographie parce qu'elles ont été trop petites pour la qualité de l'échographie. Les lésions qui sont plus petites d'1 cm ne sont pas visibles à l'échographie. 3 des donneurs ont été complètement arrêtés grâce à cette image qui ont été identifiées. Et dans les autres, il est effectué des biopsies. Les pas spécifiés, c'est l'ont fait dans le scanner même, ça aurait été l'idéal. Parce qu'à ce moment-là, on a fait le diagnostic, soit par imagerie, soit par biopsie. Et la plupart des variantes vasculaires ont été identifiées, 94%, et dans 80%, les grades de stéatose, il a correspondu avec ça qu'il était trouvé après qu'il était prélevé les foies. Donc, il était proposé comme une chose positive qu'il faudrait y aller. Une petite chose qu'on peut aussi trouver comme un facteur favorisant de faire les angioscanners, c'est qu'il peut renforcer les prélèvements. C'est l'idée de faire que ce soit les organes qui voyagent et pas les équipes. Et donc pour les organes thoraciques, comme on vient de dire, pas simplement les gaz, la fibroscopie et aussi le scanner pourrait peut-être permettre que l'équipe qui va transplanter les poumons elle fait un choix plus rassuré, sans avoir besoin de toujours se déplacer à voir eux-mêmes et simplement avoir les contacts avec le chirurgien qui fait le prélèvement, qui les décrit comme c'est ça qu'il trouve intraopératoire et la même chose qu'il était décrit dans les papiers. Donc, l'angioscanner consentière, c'est une partie de la prise en charge des donneurs, mais il requiert une compétence médicale chirurgicale de haut niveau et surtout une organisation très importante avec des protocoles précis, que ce soit adapté à toutes les différentes situations et les contraintes des différents services, parce que ce n'est pas faisable toujours par tout le monde. Et tout ça, il faut bien les préparer, il faut bien l'écrire, il faut former les différentes équipes et que ce soit une très bonne communication entre les équipes de donneurs-receveurs et à l'interne la communauté médicale et paramédicale qui s'en occupe de ces donneurs. Donc, en conclusion, on a une bonne imagerie, qu'elle est faisable et répétable. C'est presque partout faisable 24/7. Et il n'a pas de gènes comme l'électroencéphalogramme par des traitements pharmacologiques ou hypothermie des donneurs. Et surtout, il ne faut pas oublier que le scanner, ça ne nous sert pas simplement pour faire le diagnostic de mort encéphalique, on peut examiner tous les organes thoraco-abdominopelviens. Il faut faire un peu d'attention dans les donneurs instables ou dans les diabétiques. Et il a un potentiel très important que ça pourrait peut-être améliorer notre pratique. Merci.